Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? Alexandre Langlois du coup, ancien policier, 15 ans au RG, syndicaliste dans la police nationale, ce qui m'avait lu certains déboires, mais aussi de défendre des causes qui me plaisaient, notamment au moment des Gilets jaunes, de la crise Covid, de l'utilisation des forces de l'ordre. Et maintenant, chroniqueur chez Toxin Média et aussi sur l'émission Berkoff sur le vif chez Toxin Média. Pourquoi avoir signé cette pétition référendum-ue.org? Parce que je pense que l'Europe est un problème en soi, parce que ça confisque le pouvoir, et qu'on n'a jamais demandé l'avis réellement au peuple. Enfin si, on lui a demandé une fois, et finalement on a contourné son avis, il y avait eu le référendum de 2005. Donc ça me semble nécessaire aujourd'hui de redemander son avis au peuple pour qu'il reconfirme ou pas son avis de 2005, savoir si on a réellement été trahi en 2008 par Sarkozy. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre vie? La vie de tous les jours, il n'y en a pas forcément beaucoup dans l'immédiat. Je veux dire, ils m'ont mis des clés USB, des petits bouchons de bouteille, donc ça c'est des fois pénible. Mais sinon, c'est plus sur le côté démocratique, où j'ai l'impression qu'on est complètement dépossédé du pouvoir local pour un pouvoir centralisé complètement non élu et qui peut pondre des normes idiotes. Savoir, par exemple, ils avaient voulu interdire le Roquefort, ils ont débattu sur le nombre de grammes de chocolat dans les tablettes de chocolat. Donc c'est plutôt des gens qui sont, voilà, le quotidien, c'est de vivre dans des gens qui vivent dans des bureaux avec des directives et qui ne prennent pas compte de la réalité de terrain. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? Alors j'attendais cette question avec plaisir parce que pour avoir cessé de croire, il faut y avoir cru pendant un temps. Non, déjà très convaincu par le discours de Pasqua dès 1992, donc jamais cru dans l'Union européenne, en tous les cas pas dans celle-là. J'ai découvert par la suite qu'il y avait d'autres projets alternatifs à l'Union européenne, par exemple le plan de Gaulle, le plan Fouquet, qui était plus intéressant, une confédération d'États et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait. Donc je n'ai jamais cru au modèle actuel de l'Union européenne. Quelles sont les trois critiques que vous adresseriez à l'Union européenne? Antidémocratique, bureaucratique et étouffe les peuples. Pourquoi, selon vous, faut-il en passer par un référendum? Bah, le référendum est la voix du peuple, donc à partir de là, on pose la question au peuple et le peuple décide. Même si j'ai un avis personnel sur la question, à chacun de faire campagne pour expliquer s'ils sont pour ou contre, et après, bah, je me rangerai à l'avis de la majorité, mais l'avis du peuple, pas l'avis de certains élus qui trahissent le peuple. Quelles sont les trois premières décisions que vous voudriez voir prendre une fois que la France serait sortie de l'Union européenne? Réorganiser le pouvoir démocratique en France en enlevant toutes les strates qui musellent le peuple, en repartant plutôt de la commune plutôt que de l'État, et avoir un système pyramidal qui part de la base et non du haut. Supprimer les strates inutiles comme les conseils départementaux ou les régions et revoir l'organisation du territoire sur quelque chose qui est ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'en France, on nous a mis des régions, des départements, mais qui n'ont pas de réalité historique. Maintenant, on est rendu à des Hauts-de-France, des Grandes Aquitaines et toutes ces choses-là, alors que la France a une richesse millénaire sur des provinces. Moi, je viens de Bretagne, il y a des gens qui viennent de Corse, il y a le Berry, enfin, il y a toutes ces régions à reconstruire et recréer des identités régionales basées sur des provinces et une réelle histoire, et redonner le pouvoir au peuple à partir de la base, et que ça monte les échelons, et je vais dire, pour donner un exemple, on a eu les communautés de communes en disant, voilà, donc c'était une nouvelle strate, une nouvelle poison, entre guillemets, administratif. Les communes étaient assez grandes pour s'organiser avec des intercommunalités. Donc qu'on reparte de la base du citoyen et qu'on redonne le pouvoir au peuple, qui soit plus confisqué par des échelons supérieurs. Quelle sera, selon vous, la situation de la France si nous restons dans l'Union européenne? Catastrophique. Alors après, on ne sait pas trop de quelle façon, parce qu'en fait, il y a des normes qui arrivent dans tous les sens qui veulent nous museler. Il y a des censures de réseaux sociaux, des censures de paroles, des idées de faire la guerre au monde entier, des idées de s'alliance avec des gens qui restent au pouvoir dans différents pays, dont en France, en étant minoritaires. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça finirait mal, mais ça finirait mal et ça finirait soit en guerre civile, soit en guerre avec l'extérieur, soit... En tout cas, il y aurait des morts et des choses pas très cool. Mais ils ont tellement d'idées en ce moment pour mal nous faire finir qu'on ne sait pas de quel côté pourrait pencher la balance. Donc le mieux, c'est de s'en aller pour ne pas savoir où on en serait tombé. Merci beaucoup Alexandre Langlois pour vos réponses, merci pour votre franchise. Je rappelle que vous êtes signataire de la pétition référendum-ue.org et j'invite tous nos spectateurs, tous ceux qui nous regardent, à faire de même, à signer cette pétition dont le nom s'affiche, dont l'adresse s'affiche sur l'écran. Maintenant, nous allons passer à la partie entretien, nous allons approfondir un peu votre connaissance en quelque sorte. Vous avez été policier, vous êtes toujours plus ou moins policier. Peut-être d'ailleurs faire un point sur votre situation personnelle en ce moment. J'en sais vous avez été en délicatesse un peu avec la police.
Alors avec la police, avec les ministres pour être exact, parce que après les policiers, j'ai jamais rien eu contre les policiers. Je les ai toujours défendus dans leur travail qui n'était pas facile et qui était justement mis en difficulté par certains de nos ministres. Donc effectivement, j'ai été sanctionné une première fois par Monsieur Castaner pour les prises de position syndicales qu'on avait pris en tant que secrétaire général. J'étais le porte-parole du coup et c'est moi qui ai pris les coups pour la gestion du maintien de l'ordre sur les gilets jaunes qu'il n'avait pas beaucoup apprécié. Et après, rebelote avec Monsieur Darmanin pour sa gestion du maintien de l'ordre au niveau du Covid, le fait de différentes façons où il y avait eu un détournement des forces de police à l'usage de répression contre le peuple plutôt que de protéger le peuple. Et donc le dernier volet est ce qui s'est passé. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle parce que je ne voulais pas rester dans ce climat anxiogène et délétère. Parce qu'à un moment, j'avais arrêté d'y croire, j'étais au RG, et à un moment, on nous avait demandé que pensez-vous que pensent les gens des discours d'Emmanuel Macron? J'ai dit, du coup, ça, c'est plus du travail de renseignement. Dans les manifestations, c'était plus de savoir comment on protège les manifestants, comment on engage les policiers de façon effective et efficace, sans sur-dispositif ou sous-dispositif, et protéger les riverains. Donc, du coup, c'était plus du tout l'engagement pour lequel j'avais signé, donc il fallait que je parte. Demande de rupture conventionnelle, acceptée, avec avis très favorable, parfait. Mais M. Darmanin n'a pas voulu me la donner, donc pour cela, il a voulu me révoquer. Donc là, tribunal administratif, référé hyper, Conseil d'État hyper, première instance, il repère encore. Ah, avec petite anecdote sur la première fois que j'ai gagné en référé au tribunal administratif, c'était un vendredi après-midi. On m'a dit que j'ai gagné. Les journalistes m'appellent 2 heures après. Ils me font, mais je dis, mais comment vous êtes au courant? Moi, j'allais peut-être faire un truc lundi, quoi, le temps que le week-end se passe. Ils m'ont dit, le tribunal administratif de Versailles est tellement content qu'ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils avaient tapé sur les doigts de Darmanin. En décembre de l'année dernière, donc, parce que le ministère a toujours la délicatesse de venir pendant les périodes de fête, de Noël, pour bien casser les pieds aux gens et bien leur miner le moral. Et ils m'ont dit que du coup, ils avaient bien pris acte qu'ils n'auraient pas dû me révoquer. Donc, à la place, ils me mettaient 6 mois de suspension, d'exclusion temporaire de fonction, plus les 6 mois que j'avais pris sous Castaner avec sursis, ça me faisait 1 an d'exclusion temporaire de fonction. Ils n'ont pas pour autant annulé l'appel qu'ils avaient fait à la Cour administrative d'appel. Ils ont reperdu que la Cour administrative d'appel a confirmé qu'ils n'avaient pas le droit de me révoquer. Mais à côté de ça, ils ont dit, bah, du coup, vous n'avez pas repris votre service. Je dis, bah, j'ai pas repris mon service, c'est normal, vous m'avez exclu temporairement de fonction pendant 1 an. Et donc, ils m'ont dit, je leur ai expliqué, je leur ai donné les textes, et ils m'ont donc, du coup, révoqué de la police nationale pour abandon de poste. Donc, nous repartons au tribunal pour que j'ai enfin ma rupture conventionnelle. Entre les deux, comment j'ai survécu au début, je remercie tous les gens, peut-être qui regardent encore cette vidéo, qui m'ont soutenu parce que du jour au lendemain, j'avais zéro. Ils m'ont même vidé mes comptes bancaires. Donc, grâce à un soutien populaire, j'allais dire, j'ai pu survivre avec ma famille. Et après, j'ai retrouvé du travail dans le marketing. Et maintenant, je travaille chez Toxin Media avec une petite chronique avec quelqu'un d'autre qui a signé la pétition, Régis de Castelnau. Et je travaille aussi dans l'émission d'André Berkoff. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais que d'aventures. Ça mène loin, on n'aurait pas pu le croire comme ça d'emblée. Vous avez monté, je crois, un syndicat policier. En tout cas, vous avez été syndicaliste policier. Ça consiste en quoi? On imagine assez mal, finalement, dans l'imaginaire public, le lien entre syndicat et police. On se dit, finalement, qu'est-ce qu'un syndicat policier? Qu'est-ce qu'ils défendent et à quoi ça sert? Bah, comme tout syndicat, les conditions de travail, donc des travailleurs, donc là pour le coup des policiers. J'avais monté le syndicat de police, je suis venu au syndicalisme parce que j'étais dans un service de renseignement en 2012 et on n'avait pas de téléphone portable. Et quand j'avais une demande de téléphone portable, on m'a dit mais non, ça c'est réservé aux commissaires, c'est un élément extérieur de prestige de la fonction. Je dis mais attendez, nous on bosse, on va pas avoir des téléphones fixes, plus personne n'appelle sur un téléphone fixe en 2012. Et on n'envoie pas des mails. Donc du coup, on a dit on est en plus le but de RG, c'est d'être sur le terrain. Donc petite bataille, et là je vais voir les syndicats qui sont sur place publique, qui me disent bah, écoute, tu as bien entendu ce que t'as dit le directeur, si tu n'as pas de quoi travailler, tu es en vacances toute l'année. J'ai dit mais moi, vous voulez, je travaille en fait, je me lève le matin, c'est pour bosser. Si j'ai choisi ce métier, c'est par conviction, donc je voudrais avoir les moyens d'exercer mes fonctions et de donner le meilleur de moi-même. On m'a dit oh, on va pas se battre avec le directeur pour quelque chose de comme ça. Donc de fil en aiguille, à l'époque, j'avais rejoint la CGT, que j'avais croisé sur des manifs. Et la CGT, j'avais l'image qu'on pouvait avoir. Je me suis dit, ah, je vais tomber sur quelqu'un du Parti communiste. Si c'est ça, je repartirai. Mais il me dit, au point où j'en suis, comme aucun syndicat de police veut nous défendre, allons-y. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer quelqu'un qui était arrivé en Harley-Davidson, drapeau américain autour du cou. Et je lui dis, mais du coup, il me dit, bon, écoute, si tu es là pour un avancement, un piston, tu nous oublies. Si tu es là pour les conditions de travail, tu es le bienvenu. Je dis, mais du coup, à la CGT, ah ben nous, on est à la CGT, c'est une grosse confédération, donc on a le poids et des avantages. Par contre, comme c'est une confédération, l'avantage, c'est on est libre de faire notre sauce dans notre côté. Je dis, bon, ben, comme ça, je signe. On fait les choses. Après, évidemment, on commence à prendre un petit peu d'ampleur.
On sent le coup venir parce qu'à un moment, il y a la CGT à la tête de la CGT. Malheureusement, ce n'est pas la même chose que les militants de terrain. Il y a des gens qui sont dans le business syndical, les subventions, comment on les obtient, comment on achète la paix sociale en échange de subventions. Je rappelle qu'aujourd'hui, les syndicats, enfin tous les syndicats, dont la CGT, mais c'est valable pour toutes les grosses confédérations, vivent de subventions de l'État et pas de subventions de leurs adhérents, hein. Voilà, il faut le savoir. Du coup, à un moment, j'avais vécu ça syndicalement dans la police. À un moment, j'étais revenu de vacances. Mon chef de service qui était nouveau m'avait viré de mon bureau. Il m'a dit, je ne te vois pas assez, parce que j'avais toujours fait le choix d'être à mi-temps pour ne pas être déconnecté du terrain. Il m'a dit, moi, ça ne me suffit pas, tu dégages, je ne veux pas te voir. Donc j'avais plus de bureau, plus d'affaires, il m'avait tout vidé pendant mes vacances. Donc voilà, donc je me suis battu, j'ai fini par le gagner au tribunal pour ça, parce qu'il m'avait marqué délégué syndical, donc pas de formation, pas d'avancement. Donc le juge, il a regardé ça, il avait rigolé. Mais ça me permet de faire le lien avec la CGT, où un jour on se pointe dans nos locaux à la CGT, dont le syndicat était propriétaire, et on se fait mettre à la porte de la même façon. Ils nous disent, oui, vous nous avez tellement cassé les pieds qu'on vous coupe les badges, on vous coupe les accès, vous prenez vos affaires et vous dégagez. Oh la vache, j'ai dit, finalement, j'ai milité dans un syndicat pour défendre les travailleurs. Ce même syndicat fait exactement la même chose aux syndiqués qui lui déplaisent. Bon, du coup, on avait anticipé avec les gens du syndicat CGT Police, on avait commencé à construire Vigie et on avait prévu que si ça se passait, qu'on puisse devenir indépendant. Donc on est passé indépendant avec Vigie. Et quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir, on a créé le syndicat en juin 2017. Donc juste après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et on s'était dit, bah, écoutez, nous, il y avait un sujet qui nous tenait à cœur, c'était les suicides dans la police. Donc, parce qu'il faut savoir, il y a en moyenne un suicide de policier par semaine, et c'est constant depuis les années 80. Et pourtant, il y a des pays comme, par exemple, au Canada, ils ont pris des mesures, ils avaient le même problème dans les années 80, et aujourd'hui, ils ont résolu ça avec un suivi continu pour tout le monde, et pas juste en disant, en fait, dans la France, on dit, on a mis un service psychologique en place. Par contre, dans les services, si vous voulez aller le voir, on vous dit que vous êtes un faible, vous êtes un mauvais. Donc, au final, les services psychologiques sont mis en place, mais personne n'y va. Je donne l'exemple le plus caricatural, mais le plus violent que j'ai pu vivre en tant que syndicaliste qu'on m'ait raconté. Et c'est en plus en écho avec l'actualité. Des policiers qui étaient rentrés dans le Bataclan le 13 novembre. Ce jour-là, les ondes radio étaient saturées, donc les messages ne passaient pas. Ils ne savaient pas quel était le point sur la situation. Ils avaient commencé à évacuer des blessés sur des barrières qu'ils avaient trouvées. Ils faisaient au mieux avec les moyens du bord. Et ils entendent à un moment un petit message radio. Les terroristes sont encore là et ils continuent de tirer. Putain la vache, le choc, donc ils continuent, mais du coup ils agissent de façon différente. Mise en place d'une cellule psychologique à la suite de cet attentat, en fait, pour tous les policiers qui étaient sur le dispositif, ou qui ont participé sur le dispositif. Très bien, chef de service qui les convoque, dont ses collègues qui avaient subi en se disant putain on aurait pu se faire tuer sans le savoir parce qu'on n'a pas eu les infos, on n'aurait pas agi de la même façon. On leur dit voilà on a mis une cellule de crise, par contre tous ceux qui l'utilisent c'est des faibles. Vous êtes des vrais bonhommes et des vraies bonnes femmes, ici vous n'avez pas le droit de partir, si jamais vous n'êtes pas là, vous faites vos chochottes, ce sera vos collègues qui feront votre travail. Résultat des courses, cet équipage-là, quelques mois après, ils n'ont pas utilisé le soutien psychologique, ils sont partis en burn-out en fait. Plutôt que de se dire, là, on le soutient, on perd une semaine, voilà. Donc, il y a ces côtés de pression qui tordent les fonctionnaires et donc qui arrivent après, évidemment, à un suicide. Pour que les gens comprennent bien, l'administration a su protéger les policiers des délinquants et des criminels. À peu près 5 morts par an et surtout des chauffards et des accidents, des gens qui foncent sur des policiers avec des voitures ou des mecs bourrés, des choses comme ça. Il y a 10 fois plus il y a une cinquantaine de suicides, donc 10 fois plus de chances qu'un policier meure de sa propre main qu'en intervention. Quand on connaît ce chiffre, c'est hyper choquant. Du coup, on écrit une lettre à Macron quand il prend ses fonctions, ce qu'on avait fait depuis 2012 à écrire à tous les ministres et personne n'a jamais rien pris à part dire tiens, on va enlever l'arme de service, on va mettre des sécurités, sachant que les chasseurs n'ont pas plus de suicides. Donc finalement, le problème n'est pas l'arme de service qu'on peut avoir à la maison, mais bien le problème d'un environnement de travail. Et on envoie un truc très sérieux à Emmanuel Macron, pas de nouvelles. On fait c'est pas grave. Et là, on est entre nous, on dit c'est pas grave. Il venait de recevoir Rihanna sur un tweet à l'époque. Rihanna qui a dit ouais, je fais une fondation. Manu, quand est-ce qu'on voit? Et Emmanuel Macron répond tu passes à l'Elysée quand tu veux, on se voit. Et une semaine après, elle était reçue à l'Elysée. Donc nous, on s'est dit perdu pour perdu, on va faire un petit communiqué humoristique. Cherche star pour parler à Emmanuel Macron, qui pourrait envoyer un tweet pour qu'on s'intéresse au problème de policiers. C'était l'été, un journaliste d'Europe 1 trouve ça rigolo, relaie le truc. Du coup, toute la presse s'en saisit. On est passé BFM, CNews, on a été jusque dans Gala et Paris Match. Du coup, on s'est dit, en fait, mode de communication, finalement, les trucs hyper sérieux, il faut une accroche rigolote. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les médias.
Et c'est là qu'on a commencé à faire un travail de fond. Donc on a commencé sur le travail sur les suicides. Ensuite, on a enchaîné avec les gilets jaunes, parce qu'une fois qu'on est dans les contacts de tous les journalistes, on est invité. Donc les gilets jaunes, on a dit, effectivement, il y a un problème de gestion du maintien de l'ordre. Est-ce qu'on est obligé de massacrer les gens qui sont en train de manifester? Surtout qu'à l'époque, les premiers gilets jaunes, c'était des gens, je veux dire, c'était monsieur et madame tout le monde. Donc des moyens disproportionnés d'envoyer, avec une analyse derrière en disant que ça mettait en danger les manifestants, mais ça mettait en danger également les personnels de la police nationale qui, s'ils interviennent, je reprends l'expression d'un collègue CRS qui avait dit, nous, une bonne manifestation, c'est une manifestation, on n'est pas intervenu. Parce que si on n'intervient pas, on n'a pas de risque de faire de bavure, et le soir, on a fini à l'heure, et on n'est pas blessé. Donc si tout se passe bien, on est nickel. Donc du coup, exactement pas ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où on a fini par vraiment fatiguer nos amis du gouvernement et Christophe Castaner a dit on va prendre une sanction pour manque de loyauté de ce fonctionnaire. Donc en fait, ils m'ont attaqué sur mon activité syndicale en disant que du coup, j'étais un mauvais fonctionnaire. Pas de chance pour eux, comme j'ai toujours été en service et j'ai toujours été très bien noté. Le juge a dit il n'y a pas de motif en fait, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas virer les gens selon votre beau plaisir. Ça ne marche pas. Mais c'est là que j'ai vu que de l'intérieur aussi, il y a une pression sur les journalistes. Parce que du moment où il y a, enfin les journalistes mainstream, j'allais dire, parce que du coup tous les plateaux, CNews, LCI, BFM et toutes les chaînes d'infos en continu, du jour au lendemain, nous ont pu inviter, ce que le ministre a dit, il ne faut plus les inviter. Donc j'ai eu des coups de téléphone qui m'ont été passés et qui m'ont dit écoute, on ne peut plus t'inviter, sinon il y a un chantage, on n'est plus invité au ministère, on n'a plus les sources officielles du ministère sur les chiffres de la délinquance, etc. Donc on a fait notre choix, toi tu es sacrifié parce que tu as un motif de sanction. Depuis que j'ai été blanchi par le tribunal, je n'ai pas pour autant rien été invité. Mais il y a ce petit chantage où il y a des coups de téléphone du ministère pour mettre la pression à la presse. Et après, il y a les autres journalistes qui m'ont dit de toute façon, on n'était pas invités, donc ça ne nous change pas grand-chose, on va continuer de faire notre boulot. Et il y a un journaliste qui avait fait ça, qui avait quand même fait son travail, et effectivement, derrière, il a reçu un coup de téléphone, c'était encore Collomb à l'époque, et il a dit vous avez fait pleurer monsieur le ministre. Vous vous rendez compte, votre article a fait pleurer monsieur le ministre. Il dit oui, mais mon article, est-ce qu'il dit des choses vraies ou pas? Ils ont dit c'est pas la question, monsieur le ministre est déçu. Bon, ils ont dit, pour te faire bien comprendre la chose, tu es banni pendant 6 mois du ministère de l'Intérieur. Il dit, mais je suis référent police-justice de mon média. Ça, fallait réfléchir avant. Voilà. Même chose pendant mon conseil de discipline donc sur ASSA, pendant le conseil de discipline, le premier sous Castaner, le directeur général de la police nationale qui voulait ma tête sur ordre du ministre Castaner a mis un coup de pression au syndicat qui a dit écoutez, maintenant il faut voter. Il les a appelés pendant la suspension avant le vote, pendant le conseil de discipline, il faut voter pour sa sanction et qu'il soit viré. Donc à l'époque, le syndicat Alliance qui siégeait, qui était majoritaire sur Paris, on ne partage pas toutes les mêmes choses, mais ils ont au moins la déontologie, la délicatesse de défendre le principe de syndicat. C'est-à-dire que si la parole syndicale est coupée, du coup, ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Et ils m'ont dit, écoute, on a eu un coup de fil du directeur général qui nous a dit de voter contre toi et la sanction qu'on devait voter. Il a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, un syndicat, c'est indépendant, ça n'a pas à prendre ses ordres de l'institution, donc on votera en âme et conscience, et nous, on pense que tu n'as pas à être sanctionné pour ta parole syndicale. Sur le reste, on continuera de débattre, et justement, si on veut débattre, il ne faut pas qu'on te coupe la parole. Donc j'avais trouvé ça très classe de leur part. Et on a gardé de bons rapports comme ça, parce que chacun était dans son rôle, mais un rôle où on était respectueux les uns des autres. Donc, mais c'est pour montrer derrière toutes les pressions qu'il peut y avoir. Et après, donc, il y en a eu M. Darmanin qui a fait la même chose 2 fois plus tard, parce que là, il y avait la crise Covid. Donc, on avait dit à l'époque, gestion très autoritaire de la crise Covid. On avait dit en France, les policiers distribuent des amendes pour des auto-attestations. En Espagne, les policiers distribuaient des masques. On a la question, qu'est-ce qui protège le mieux d'un virus? Des masques, des auto-attestations et des amendes. Voilà, on a été arrêté à des constatations, en disant c'est très dangereux, tout le monde doit se protéger, mais les policiers n'avaient pas le droit de porter de masque parce que ça faisait peur aux gens. Donc on a dit au bout d'un moment, on est chez les fous. À tel point qu'on avait il y avait eu un SDF à Lyon qui s'était pris une amende pour non-respect du confinement. Il m'a dit mais j'ai pas de maison. Donc je veux dire, on était rendu chez les fous. Voilà. Mais on avait quand même rigolé. J'avais une collègue qui avait posé la question, parce qu'à un moment, on était dans les absurdités. On avait le droit de sortir son chien, mais on n'avait pas le droit d'aller faire du sport. Elle a dit, moi, je vais vous poser une question à l'administration. Je voudrais savoir si quelqu'un promène son chien lui échappe, il court derrière, il considérait promener son chien ou faire du sport. Ils nous ont dit, on arrête de vous répondre, vous nous prenez pour des idiots. Elle a dit, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être vous qui nous prenez pour des idiots. Donc pareil, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Et quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, Darmanin a voulu se venger en voulant me virer. Et en plus, j'ai encore revu le courage de la presse dit mainstream pendant 15 jours après m'avoir viré. Donc moi, il m'avait viré pour manque de loyauté encore envers ses chefs. Donc moi, je me considérais loyal envers le peuple français que je m'étais engagé à servir. Je ne m'étais pas engagé à servir certains politiques à titre personnel.
Mais pour lui, c'était à sa personne qu'on devait fidélité. Donc du coup, un problème, une inversion de valeur. Et sur ça, du coup, le même moment où il me vire, donc là, la même chose, reconseil de discipline, repas la majorité. Donc du coup, c'est son avis personnel, sur son estime personnelle. Je vous vire sans, pour manquement grave et pas digne de porter l'uniforme. Parce qu'il l'a redit en conférence de presse, je vire les flics comme Langlois qui ne sont pas dignes de porter l'uniforme. Donc j'ai pu savoir que Darmanin connaissait mon petit prénom. J'avais des copains qui étaient dans la salle qui m'ont fait des attestations. Et il y avait une journaliste de l'AFP que je connaissais qui était dans la salle. Je lui dis, bah, du coup, tu vas faire un papier en disant ce qu'il a dit quand même, parce que c'est quand même un peu grossier. Elle m'a dit, ah non, moi je ne veux pas me fâcher avec le ministre, donc je vais surtout m'empresser de rien faire et rien relater. Je fais, bah, ça c'est du courage, et ça c'est de l'information. On a l'impression que enfin, le panorama là, que vous dressez donne l'impression d'une police qui est en fait caporalisée au bénéfice d'une classe politique, ou en tout cas d'ambition politique. Bah, c'est un peu ça, ça avait commencé. Bah, caporalisé, oui, parce que déjà, il y a quelque chose dans la police, on a mis des grades militaires. Avant, la police, il y avait des inspecteurs, des enquêteurs, il y avait des gardiens de la paix. Maintenant, c'est des chefs, des brigadiers, des officiers, enfin des officiers, des lieutenants, des C'est capitaines. militarisé. Donc la police, c'est militarisé par des grades. Ils veulent que ça ressemble bon, plus à la gendarmerie. Bah, si on voulait faire gendarme, j'allais dire, il fallait essayer chez les gendarmes. On a la chance en France d'avoir deux corps différents qui font des missions similaires sur certains points. Donc on peut choisir un engagement d'une force publique civile ou militaire. Mais l'État préfère une force militaire. Et il n'y a pas pour rien, parce qu'il y avait un gendarme une fois qui avait écrit des choses avec le CNRS, en plus, qui a fait des études, et il l'avait viré parce qu'il avait écrit des choses avec le CNRS. Donc il dit, bah, attends, je travaillais quand même pour l'État, j'ai fait des études sur la gestion de la gendarmerie. Et il avait gagné, il avait été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui lui avait donné raison. C'était il y a quelques années. Et le motif, ce qui était rigolo, c'est que même la Cour européenne des droits de l'homme se moquait de la France en disant si jamais vous voulez, on a regardé les missions des gendarmes, c'est 95% des missions civiles et pas militaires, il y a 5% réellement de missions militaires. Donc si vous voulez que vos fonctionnaires se taisent, vous avez qu'à tous leur donner le statut militaire. Bon, voilà, donc c'était juste, il a été réintégré, il a eu des problèmes par la suite parce qu'évidemment, il ne pardonne rien. Mais c'était Mattei, je crois, le nom du commandant de gendarmerie. J'ai plus le nom exact, il me pardonnera, mais on peut le retrouver. Il avait fait la une des journaux. Un Corse, comme souvent chez les gendarmes. Peut-être, mais voilà, mais quelqu'un qui avait juste expliqué les choses, mais qui n'allait pas dans le politiquement correct. Et sur la deuxième chose, sur la police aux ordres, il y a eu un virage avec Manuel Valls, ministre de l'Intérieur à l'époque, 2014, avec tous les syndicats qui siégeaient au ministère qui ont signé, sauf Alliance. Pas pour les raisons pour lesquelles on n'aurait pas signé, mais ils ont eu le mérite de ne pas signer, qui disait que les policiers et les gendarmes étaient plus au service, enfin il y a marqué ils sont au service des intérêts de la nation, et du coup les intérêts de la nation qui les définit. Dans le code de déontologie précédent, les policiers et gendarmes étaient au service des institutions de la République, et là des intérêts nationaux. Et du coup si les intérêts nationaux sont contraires aux intérêts du peuple ou des institutions de la République, bah, du coup, ça légitime toute la répression qu'on peut utiliser derrière. Et ensuite, sur la militarisation et une police aux ordres, oui, ça c'est sûr. Et on avait rencontré à l'époque, ça a commencé aussi sous Manuel Valls, et ça fait que s'empirer par la suite. Mais à un moment, Manuel Valls, en 2014, c'était le journal Le Point qui avait fait le calcul, qui avait dit, bah, écoutez, un commissaire de police, directeur de service sur Paris, peut toucher une prime annuelle, je ne parle pas du salaire, de 150 000 euros. Et on avait dit, Monsieur Valls, avec ça, si on divise toute cette somme d'argent, on peut quand même embaucher des gens. Enfin, je veux dire, ça permet d'avoir du monde sur le terrain et 150 000 euros. Il me fait, oui, mais moi j'ai 1900 commissaires. Si je les achète avec des primes aussi élevées, je suis sûr qu'ils vont relayer mes ordres et qu'ils vont vous fouetter à mort. Au moins, Monsieur Valls, en off, il n'avait pas de problème pour assumer que c'était juste, il voulait des gens qui allaient faire garde-chiourme, qui allaient fouetter tous les autres et que ça allait lui coûter moins cher. Peut louer son attitude de prendre soin des deniers publics de ce côté-là, mais du coup derrière on a une police qui est aux ordres et qui n'est plus du tout républicaine, je veux dire. Et on a eu la chose suivante, c'est que paradoxalement en mai 68 on avait un préfet de police, son nom m'échappe, il avait écrit une lettre en disant bah, on tape pas un manifestant à terre, on fait partie du peuple français, donc effectivement on doit maintenir l'ordre, mais pas oublier qu'on fait partie du peuple. Et à la place, on a eu le préfet allemand qui faisait de la répression à mort et qui n'avait pas de problème. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame, pendant les Gilets jaunes. Donc cette police, en fait, qui est complètement déconnectée du peuple et qu'on oppose au peuple. Et alors que les gens de la police, en fait, finalement, j'ai un copain qui m'a dit, on est les ouvriers de l'État, en fait. Et on doit gérer ces poubelles, parce que tout ce qui n'est pas géré, c'est la police qui le gère. Et donc, ils ont besoin de cette police aux ordres parce qu'ils ont peur derrière. Ils ne veulent pas de gens qui réfléchissent, ils ne veulent pas de gens qui font les choses, ils veulent des gens qui font des stats, qui les protègent eux, mais que eux.
pas le peuple. Et voilà, donc pour ça, ils ont besoin de gens qui sont aux ordres. Et après, il y a derrière tout ça des chantages. Des chantages parce que beaucoup de policiers qui sont affectés en région parisienne au début de leur carrière, et on leur dit, bah, si tu veux retourner dans ta région d'origine, bah, faut être sage. Si tu es sage, tu y vas dans 10 ans. Si tu n'es pas sage, dans 20 ans. Et si tu n'es vraiment pas sage, tu n'y retourneras jamais. Tu fais toute ta carrière à Paris. Et donc, il y a cette chantage aux mutations, cette chantage aux avances. Alors, pareil pour l'avancement. Si tu veux ton avancement, il faut que tu sois très sage. Et la dernière chose qu'ils avaient fait, c'était pendant les Gilets jaunes aussi, certains policiers n'avaient pas été habilités au LBD ou à des armes de tir de grenade. On leur dit, tu les prends quand même parce qu'on a des ordres d'en déployer tant. Mais le gars, il a dit, mais moi, j'ai pas ça. Bah, tu réfléchis bien, parce que si jamais tu le prends pas, bah, du coup, tous tes week-ends, on va te les faire sauter pour nécessité de service. Tes vacances, on va te les décaler. Mais oui, mais moi, j'ai calé avec ma famille. Eh ben, c'est à toi de réfléchir. Donc, il y a aussi ce chantage au rappel sur le service, aux vacances et tout ce que les gens ne voient pas. Et ce qui fait que, donc, d'un côté, les gens sont obligés de savoir gérer vie personnelle et engagement policier. Et derrière, se dire comment je gère ça. Et à un moment, ça saute dans la tête des gens pour certains qui disent Mais ce comportement, en fait, assez odieux, ça relève de comment dire, la perversité des agents, enfin, je veux dire, des responsables, ou c'est systémique, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression ministérielle, une pression au rendement, une technique managériale qui implique, en fait, ce- 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 cette dérive, en fait? Il y a plusieurs sujets. J'avais une psychologue qui avait fait, et depuis qu'elle a fait son livre, elle a disparu des radars, donc elle a dû déranger. Elle avait dit le malaise dans la police, comment on arrive à cette gestion en fait de harcèlement par pervers narcissique en fait, de gens qui font passer les choses. Donc elle avait tout démonté, elle avait tout expliqué. Et en fait, quand on lit son livre, on se dit ah la vache, c'est incroyable. Mais derrière, elle a disparu, plus le droit de donner d'interview, et on avait essayé de la joindre, impossible. Et l'autre chose derrière, c'est aussi la gestion par statistique qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy, qui disait il faut du rendement. Et depuis, personne ne l'a abandonné. Il y a l'hypocrisie en plus. On a dit on arrête la gestion de la police par chiffres, mais du coup, on va quand même vous évaluer pour les chiffres parce qu'on n'a pas envie de se fatiguer à trouver une autre mode d'évaluation. Donc l'hypocrisie en plus, mais ça arrivait à des choses. Il y avait un commissaire de Pau qui s'était gouré, qui avait mis ses instructions sur le papier juste après que ce soit mis en place 2012-2014, et qui avait dit vous devez me mettre 83 outrages par agent dans l'année. Et du coup, réponse quand on n'est pas provoqué et que ça se passe bien, comment on fait quoi? Ah bah du coup, on les provoque. Oui, Et c'est du ça. coup, ça ne fait que renforcer le. Il y a ceux qui vont les provoquer pour avoir les stats et être tranquilles, et ceux qui vont pas le faire, mais qui seront mal notés. Donc, on va arriver à des comportements. Et dans le 77, ils avaient dit, bah voilà, chaque équipage devra trouver 2,8 morts. Et ils ont dit, bah, 0,8 morts, c'est quoi du coup? Comment... À force d'être dans des statistiques, ils ne se rendaient pas compte qu'ils mettaient des choses qui n'avaient aucune corrélation avec le réel. 2,8 morts, c'est pas possible. Voilà, c'est soit 2, soit 3, mais ça ne peut pas être 2,8. Donc en fait, il y a cette gestion managériale par le chiffre, et ensuite qui a aménagé quelque chose avec, il faut toujours trouver des infractions tout le temps. À tel point que des policiers avaient très bien fait leur travail dans un commissariat, la délinquance avait baissé, et du coup, ils arrivaient, ils disaient, bah voilà, chiffre de la délinquance, nombre d'interpellations baissé, parce que la délinquance s'est déplacée. Nous, notre travail, le quartier est sûr. Résultat des courses, le commissaire a dit, vous faites pas votre travail, c'est parce que moi, j'ai pas mes chiffres à présenter, donc moi, il me faut tant de garde à vue, il me faut tant d'interpellations. Ils ont dit, mais oui, mais nous, on a fait notre travail, donc vous devriez être content. Non, moi, je veux des chiffres. Et en fait, les anciens nous disaient, nous, quand on mettait au commissariat, on rentrait, on mettait rien à signaler. On disait, bravo les gars, quartier sûr. Et bien, résultat des courses, là, c'était plus bien. Il y avait un exemple d'un copain qui était embauché à Maison Lafitte. On lui dit, tu vas être dans la brigade d'élite. J'aime bien raconter cette histoire parce que ça montre bien le virage où c'est impossible de tenir dans la police si on rentre par conviction. On lui dit, tu vas être dans la brigade d'élite, celle qui fait plein d'interventions, c'est génial. Il dit, bah, écoutez, moi, je viens d'arriver, vous me mettez où vous voulez, mais si je suis dans cette brigade d'élite, je suis très content. Il s'est retrouvé à la BAC de la ville. Bon, très bien. Les gars se levaient, partaient à 5 heures du matin, faisaient quelques étrangers en situation irrégulière à la gare, plus quelques fumeurs de shit. Donc sur la lutte sur l'immigration clandestine, ceux qui posent problème, ce n'est pas ceux qui vont bosser le matin. S'il n'y a plus que ceux-là à gérer, c'est bien, mais ceux-là en général payent quand même, enfin, ont des choses déclarées, mais ce n'est pas ceux qui vont travailler dans le trafic, etc. Donc en priorité, c'est mieux de démanteler les réseaux et quand il n'y a plus que ça à faire éventuellement. Donc ils faisaient ça. Donc cette équipe faisait 90 affaires résolues par mois. On leur disait félicitations parce qu'effectivement, personne arrêté, personne infraction constatée, affaire résolue. Il dit, je ne suis pas rentré dans la police pour faire ça, enfin, c'est nul. Je n'ai pas l'impression de participer à la sécurité de la population de la ville. Alors il dit, bah, vous êtes une forte tête, et bah, vous allez aller aux archives, ça vous apprendra. Moi, vous savez, je suis fonctionnaire, vous me mettez où? Il va aux archives. La chef de service descend 15 jours après, dit, bah alors, ça avance les archives, lui était les deux pieds sur le bureau en train de lire le journal. L'équipe, je suis les baignés à le foot. Et je dis, bah, dis donc,
Ah ben moi, j'ai pas été formé, vous savez, donc moi, tant que je suis pas formé, je veux pas faire d'erreur. Donc je reste là. Dès que vous m'aurez formé, je serai très efficace. Ah, vous me cassez les pieds, vous allez gérer les congés. Mettez-moi au congé. 15 jours après, elle revient me voir, mais c'est pas possible, il n'y a que des erreurs. Elle fait, mais je comprends pas, les collègues se plaignent pas, mais vous leur rajoutez des congés. Ah bah oui, mais moi j'ai pas été formé, donc je fais ce que je peux, vous savez. Elle fait, ah bah vous me cassez les pieds, bah prenez 3 autres gars et faites votre équipe, là vous êtes les 4 casse-couilles du commissariat, et faites le truc. Donc ils ont allé voir les cafetiers, les associations, les riverains, enfin les personnes qui gèrent les concierges d'immeubles, donc ils connaissaient tout le quartier. Ils ont dit, s'il y a quelque chose, vous nous prévenez. Parce qu'on parle souvent du sentiment d'insécurité. Ils ont dit, bah voilà, s'il y a quelque chose, vous nous appelez, vous avez notre numéro, vous savez, vous nous connaissez parce qu'on est déjà passé dans le quartier, et on vient voir ce qui se passe. S'il y a quelque chose, on intervient, on interpelle, sinon on vous rassure, on vous dit ce que vous avez vu, rassurez-vous, ça va bien. Et donc il y a à la fois le sentiment d'insécurité qui n'est plus là, enfin il y a le sentiment de sécurité justement qui est là, il n'y a plus ce côté, un sentiment, et d'un côté, s'il y a vraiment des infractions, elles sont arrêtées. Donc un jour, cette équipe avec mon copain sont au café. Ils prennent un petit café, puis le cafetier leur dit, écoutez, il y a les gars là-bas qui sont venus vous voir, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, est-ce qu'il y a des policiers en uniforme qui prennent leur café? Je vous ai couvert. Hein. Donc la BAC, c'était l'unité d'élite du début. Ils ont dit, bah au contraire, dites-leur à quelle heure on vient. Parce que nous, notre café, on le paye, les gens nous voient, on prend les nouvelles du quartier, et on va leur apprendre à faire le métier, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, vous leur dites, on vient à telle heure, ils viennent prendre le café. Pas de problème, vous les verrez jamais. C'est des tricards. Et au moment, politique du chiffre. Eux, ils faisaient 10 interpellations de gens nuisibles tous les mois, les autres 90. L'administration a dit, nous on garde ceux qui font 90. Malgré la pétition des associations de commerçants, des riverains, des associations, le maire de la ville qui s'est déplacé, qui a dit, c'était Jacques Millard, qui est toujours en poste, je crois. Et malgré tout ça, ils ont dit, nous, on ne regarde que les stats. On ne regarde pas le résultat derrière. Donc en fait, derrière, les gens perdent le sens de leur métier et se disent, au final, les gens se disent, je vais aller garder une porte. Et ce qui veut dire que y a des gens, par exemple, avant c'était la punition d'aller garder la porte du tribunal et d'ouvrir la barrière. Et à la fin, les policiers se battent pour là, parce qu'ils se disent, finalement, j'ai mes horaires, je suis démotivé, dès que je vais faire des trucs, on va me casser les pieds. Et là, voilà. Donc, et puis après, il y a des gens qui s'en vont. Quand ils ont mis les ruptures conventionnelles dans la police, ils ont verrouillé parce qu'au final, il y avait trop de demandes. Et même à un moment, ils étaient en déficit de personnes par rapport au recrutement. Donc il y a eu des alertes, attention, on perd trop de policiers. Résultat des courses, ils ont gardé des policiers contre leur gré. Alors, on a l'impression un peu, là, avec ce que vous nous dites, d'avoir une sorte de panier de crabes et un climat un peu de terreur, finalement, qui règne dans la police. Je me demande si on ne peut pas relier ça à tout simplement la perte de souveraineté de la France. C'est-à-dire, finalement, comme la France n'est plus souveraine, le pouvoir s'applique verticalement au peuple. Et par conséquent, évidemment, la police elle-même sert de courroie de transmission de cette espèce de politique autocratique, quoi. Et ça a une répercussion sur leur travail, puisque, comme vous le signaliez, finalement, ce n'est plus un travail de proximité, c'est plus un travail en lien avec la population, c'est on applique des directives venues d'en haut, pensées par des gens qui sans doute n'ont jamais été sur le terrain, et pour répondre à des attentes qui ne sont même plus tellement le reflet des aspirations du peuple. Il y a 2 niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse, c'est que déjà, on a un personnel politique qui est très perméable à l'Europe et qui va toujours dire c'est l'Europe sur certains sujets. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les politiques français font sur le peuple pour les réformes françaises font la même chose pour les réformes européennes. On a pu le voir sur les manifestations récemment d'agriculteurs. Il fallait les bloquer, etc., quand ils se battaient contre le Mercosur. On a pu le voir sur d'autres. Mais en fait, le problème, c'est que sur tous les sujets, qu'ils viennent européens ou pas, on applique de toute façon la même méthode, on ne discute pas, on tape. Et sur l'Union européenne, quand c'est des directives européennes, comme par exemple le Mercosur, il n'y a même pas possibilité de discuter. Ce que Macron dit, je fais ci, je fais ça, en fait, au final, il ne va rien faire à part taper sur les gens parce qu'il n'a aucun pouvoir local pour décider de ce qu'il va faire tout seul pour la France. Parce que justement, on a perdu notre souveraineté. Donc il y a ce côté d'imposition, mais qui était déjà en place, où les politiques, il y a vraiment eu un virage à partir de Valls, ministre de l'Intérieur et encore plus Premier ministre, où on remplace la réponse politique par une réponse on frappe. Et après, du coup, cette facilité a été, on continue de le mettre en place, et voilà. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, au moment des Gilets jaunes, ça n'a pas vraiment inquiété l'Union européenne de savoir comment la France utilisait sa police. Ça a inquiété l'ONU, par contre, mais pas l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire que l'idée de la police Union européenne, ce n'est pas une police qui doit protéger les peuples, etc. C'est une police qui doit réprimer.
avec un petit peu aussi comme les CRS avaient été pensés. Donc c'est pas encore, c'est une idée seulement en cours de développement. Les CRS avaient été pensés à l'époque, se dire pour qu'ils maintiennent l'ordre, il ne faut pas qu'ils connaissent les gens qu'ils ont en face d'eux. Donc du coup, on va mettre des CRS qui se déplacent de département et de région en région pour pas intervenir sur leur lieu de vie. L'Union européenne a pensé la même chose. Pour le moment, ils ne l'ont pas transformé. Donc, on m'a souvent dit, oui, il y a marqué Eurogent Force, etc. Oui, les gendarmes français font partie de l'Eurogent Force. Donc, ils ont les autocollants sur eux, mais ça reste des gendarmes français pour le moment. Mais l'idée suivante était de faire la même chose, de déplacer des personnes de maintien de l'ordre de pays à pays avec quelque chose de supplémentaire, la barrière de la langue. C'est-à-dire que là, il n'y aura même pas possibilité de discuter. Si la personne elle parle tchèque, italien, espagnol, portugais, bah, du coup, il y a quand même vachement moins de chances que le manifestant en face connaisse la parole de la personne qui est en face de lui. Donc cette idée de comment on peut réprimer au mieux les peuples. Ensuite, il y a sur le contrôle de l'immigration. On a une Frontex qui est au niveau européen, mais ce qui veut dire que ce n'est plus une gestion localisée. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on a une gestion aussi où on est pu mettre de nos frontières nous-mêmes et avec des envois de renforts aux frontières de l'Europe, mais ça ne marche pas très bien parce qu'il n'y a pas une coordination exceptionnelle au niveau européen. Donc il y a ce côté-là. Et quelque chose d'assez je veux dire, étonnant. Je veux dire, une chose que l'Union européenne a fait de bien, mais que la France s'est tout de suite empressée de ne pas appliquer. Ils ont fait un petit code éthique de police avec quelque chose de très intéressant à l'intérieur qui dit bah, la police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même pour des raisons évidentes de transparence. Parce que même si les policiers sont très sincères dans ce qu'ils font, il y aura toujours une suspicion. Et la suspicion ne peut pas être acceptable dans un État démocratique. Et il y avait marqué dans ce petit texte, ça a été signé en France en 2001, au niveau européen, et ça devait être remis au goût du jour dans un nouveau code de déontologie. Monsieur Valls a fait un nouveau code de déontologie en 2014, il s'est empressé de ne pas l'appliquer. Donc la seule bonne idée de l'Europe sur justement les libertés publiques et l'utilisation de la police, c'est la seule chose que nos amis, donc à l'époque socialistes et maintenant macronistes, se sont empressés de ne pas appliquer. Donc voilà un petit peu pour l'Europe. Là, vous parliez de la police des polices, c'est ça? La police des polices, L'organisation de l'IGPN, ou qui, sur les gilets jaunes, on a pu voir cette image qui a été 300 dossiers déposés, et la personne rigolait en disant « on en a traité deux ». Voilà. Et la police des polices, où il y a eu le cas de Steve à Nantes, à la fête de la musique, qui a fini dans la Loire, sur un endroit que je connais, parce que je suis de la région, où c'est un endroit où c'est un hangar à bananes, où c'est des industries, donc ça ne dérangeait pas forcément les riverains. Mais l'enquête de l'IGPN qui a dit circuler, il n'y a rien à voir. L'enquête de la police judiciaire a dit il y a quand même quelques petits problèmes dans l'intervention. Voilà, donc c'est en fonction. Donc cette IGPN est une machine à blanchir la police, parce qu'elle enquête sur elle-même. Et même quand Gérald Darmanin avait dit j'ai nommé une magistrate à la tête de l'IGPN pour une question d'indépendance, il avait oublié de préciser mon ancienne directrice de cabinet. D'ailleurs, puisque vous parlez de magistrat, quelle est la relation police-justice actuellement? Parce qu'on sait qu'une partie de la police se plaint du fait que les magistrats relâchent des délinquants, enfin, ils se démènent pour arrêter des gens qui finalement sont relâchés dans la journée ou dans la semaine. Comment l'avez-vous perçu, vous? Alors moi, je l'ai vu au niveau du syndicat par rapport à ce que mes collègues pouvaient me raconter, parce qu'au niveau des renseignements généraux, enfin information générale, puis renseignement territorial pour les puristes, parce qu'on change de nom tous les 4 matins en fonction des ministres, et je n'avais pas de compétence judiciaire, et quand on arrivait dans ce service, on perdait sa compétence judiciaire, pour avoir une distinction entre le renseignement et le judiciaire. Mais sinon, sur le judiciaire, c'est surtout de la paperasse déjà, beaucoup de paperasse, et des services prestigieux comme la police judiciaire ou les services judiciaires avant qui attiraient les gens, où les gens étaient prêts à faire des heures et travailler. Maintenant, plus personne ne veut y aller, il n'y a plus personne. Et ils veulent encore moins y aller parce que depuis qu'il y a eu la réforme récente de la police judiciaire de Darmanin, qui a dit on va fusionner ça avec la sécurité publique. Ils ont dit bon non mais c'est terminé, avant on avait un petit service qui était encore, mais là on est juste fusionné dans la police générale sans notre spécialité, donc sans le budget qui va avec. Donc une fois de plus, c'est pour des raisons d'économie d'échelle et surtout de contrôle de la sécurité publique sur les chiffres de la délinquance qu'il fallait donner. La police judiciaire est juste sous l'eau déjà, juste par sa propre administration. Elle a été touchée coulée par Darmanin. Et sur le judiciaire, en fait, pour les policiers, notamment les officiers de police judiciaire, ils sont gérés administrativement par la police. Mais leur deuxième chose, ils agissent aussi sous ordre du procureur sur le volet judiciaire des affaires ou des juges d'instruction sur certaines choses. Après, la difficulté, c'est déjà un problème de moyens de la justice. Sur Paris, quand on veut joindre un procureur pour juste savoir ce qu'on doit faire, le procureur aura environ quelques secondes à nous consacrer. Après, suivant les moments, quelques minutes d'attente à plusieurs heures d'attente juste pour l'avoir. Donc c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire qui est au bout du fil, qui attend que la ligne se libère au niveau du procureur. Donc du coup, c'est compliqué de faire ça. Après, sur le reste, les juges, des fois, arrivent à des jugements qu'on ne comprend pas forcément. Mais après, la difficulté, c'est qu'on peut se vendre. Je veux dire, les juges ne sont pas bien. Mais derrière, en fait, c'est les politiques.
qui fait les lois qui permettent aux juges d'avoir cette interprétation. Et je vais aller donc au-delà. Donc le problème, quand on dit le problème de la police et la justice, c'est pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Le problème de la police, c'est les lois qui sont mal faites. Quand on entend des politiques, alors c'est bien, c'est que tous les bords se plaignent que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui disent oh là là, je suis victime de la justice, ou Nicolas Sarkozy récemment. Qui c'est qui fait les lois? Si vous vous plaignez, en fait, les amis, c'est vous qui ne faites pas les lois, en fait, qu'il faut. Vous êtes au pouvoir, vous êtes aux députés, il y en a qui ont été présidents, ministres, et après ils viennent pleurer en disant la justice elle est méchante. Ben, la justice, elle applique les lois que les politiques ont mis entre ses mains. Si les politiques ont fait des lois qui permettent ça, ben, au bout d'un moment, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Soit on pleure, soit ben, on propose de corriger les lois. Je n'ai jamais entendu aucun politique proposer de corriger les lois. Pour le moment, il laisse faire. Donc, à partir de là, le problème est en fait est juste pour, à mon sens, protéger l'inefficacité de nos politiques. Est-ce que comment se ressent cette ambiance au sein un peu délétère, au sein de la police nationale? C'est-à-dire concrètement, quel est le profil aujourd'hui du policier type? À quoi il ressemble, à quoi il pense, quelle est sa conviction? Y a-t-il une idéologie qui se dégage de ce marasme, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il y a beaucoup de préjugés peut-être ou de lieux communs, on s'imagine toujours le policier comme, enfin, une partie de la population en tout cas se l'imagine comme un fasciste en puissance, ou quelqu'un qui est un fou de la gâchette, ou etc. Vous voyez, une sorte de représentation un peu martiale et anti, très, comment dire, anti-police en quelque sorte. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a le premier niveau de réponse qui dit aujourd'hui il n'y a pas de type policier type. Et il y a des gens qui rentrent par conviction. Il y a aussi maintenant des gens qui rentrent en se disant il faut que je mange à la fin du mois, donc je vais faire policier parce que j'ai passé le concours. Le concours, on l'a à 5 de moyenne et on continue de descendre. Quand Macron est arrivé, on pensait qu'il allait augmenter les salaires pour attirer les gens compétents. Comme il disait, c'est les meilleurs, etc. Non, il a juste baissé le niveau du concours. Donc après, du coup, il y a des gens qui se disent ce qu'on peut comprendre, il faut que je mange à la fin du mois, mais la motivation n'est pas la même. Voilà, les gens qui ont de la conviction, au bout d'un moment, sont écœurés. Ils disent moi, finalement, je vais devenir la caricature du fonctionnaire. Je vais regarder la pendule et je vais attendre que ça passe parce que finalement. C'était l'anecdote de voilà, tout à l'heure. C'est ça. Donc du coup, je vais attendre la retraite et c'est malheureux. Mais les gens sont tellement démotivés en disant quand je vais faire quelque chose, en fait, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui va faire plaisir à mon chef de service pour ses stats? Et où ils disent, au bout d'un moment, ce qui serait bien, si on voulait vraiment faire les choses, ils mettent les stats qu'ils veulent et nous, on fait notre travail. Mais non, il faut que ce soit un minimum corrélé. Donc, du coup, les gens sont démotivés. Dès qu'ils font quelque chose, voilà. Ensuite, le deuxième niveau, il y a une partie de la population qui peut avoir raison. Parce qu'effectivement, la police étant un métier martial, peut attirer des gens avec un profil, effectivement, plus martial, des fois des gens plus violents. Effectivement, les gens plus violents peuvent être attirés par un profil de la police. Après, la difficulté, c'est que la police doit faire le tri. Normalement, il y a des entretiens d'embauche, il y a tout ça. Mais quand on descend à 5 de moyenne, le filtre est moins efficace. Donc forcément, il y a plus de gens qui ne devraient pas être dans la police qui peuvent y rentrer, avec des dérives qui sont avec les dérives que ça peut ouvrir. La deuxième chose, on nous dit, voilà, tous les policiers fascistes, etc. Donc ça, je vais en profiter pour revenir sur un sondage du Cevipof de 2015. D'abord deux choses. Il y avait un moment, il y avait la police vote RN. C'était au régional 2015 où il y avait un bureau de vote à Versailles, Satori, où il n'y avait que des gendarmes qui votaient. Donc ce n'est pas des policiers mais des gendarmes. Ils avaient voté majoritairement Marine Le Pen dans un bureau de vote. Et à partir de ce bureau de vote, il y a une extrapolation à tous les gendarmes, à tous les policiers et les militaires. Donc au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a eu des sondages 2016 ou du Cevipof en disant qu'est-ce que vote le policier gendarme, qu'est-ce que vous votez? Policier, gendarme et militaire. 113 réponses. Tous les statisticiens vous diront échantillon non représentatif. Et pourtant, tout le monde s'est servi de cette base-là. Au final, élection professionnelle. Autre exemple, élection professionnelle, les syndicats qui fait le plus de voix, c'est Alliance, qui serait plutôt proche de la droite classique. Le deuxième, Unité SGP, qui est proche de Macron. Et les syndicats qui sont plus dits extrême gauche ou extrême droite sur le plan politique, en tous les cas visibles comme ça, sont à moins de 5%. Donc si on regarde la représentativité au niveau des élections professionnelles, cela dément la réalité. Après, évidemment, il n'y a pas de corrélation forcément entre un vote syndical et un vote politique. Donc au final, la réponse, les gens peuvent avoir l'image qu'ils veulent. Je dis la bonne nouvelle, c'est que, y compris pour les policiers gendarmes comme tout citoyen, le vote reste secret et qu'en fait, on peut faire des extrapolations, de l'imaginaire collectif, mais il n'y a aucun fait qui dit quoi votent les policiers. J'allais dire tant mieux, parce que ça reste de leur responsabilité personnelle de ce qu'ils mettent dans l'urne. Enfin, il y a une chose que Macron a mis en place qui donne du grain à moudre, mais malheureusement à tout le monde. Et même à Poutou qui peut dire la police tue, et de façon tout à fait factuelle.
Le problème derrière, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a mis en place une procédure dite de transparence en disant on va mettre tous les morts de la police tous les ans. Et on va publier tant de morts par la police. Ça aurait pu avoir un rôle pédagogique en disant pourquoi les policiers ont fait usage de leur arme et pourquoi des gens sont morts. Mais pour que les gens comprennent, dans ce rapport, le nombre de morts, on aura aussi bien Cédric Chouviat, qui est mort pour une plaque d'immatriculation sale sur son scooter, que les terroristes du Bataclan. Et on les met sur un égalité. Poser la question aux gens, est-ce que c'est normal que les terroristes du Bataclan aient été abattus? Je pense que 99% de la population, même chez les gens les plus à gauche, diront oui, c'est normal, ça a sauvé des vies, c'était des gens qui étaient en train de massacrer du monde. Cédric Chouviat, il peut y avoir un débat un peu plus large, mais mourir pour une plaque d'immatriculation sale, ça peut arriver à plein de gens. Donc d'avoir une intervention, après on n'est pas obligé de se rebeller, de faire un outrage, on est d'accord, mais ça peut arriver à monsieur tout le monde d'avoir un contrôle routier. Donc si on pose bien la question, c'est pas la même chose. Mais du coup, Macron a engendré cette confusion, ce qui permet les discours anti-police de Poutou, qui dit que la police tue, et effectivement en mélangeant les deux. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont dire « Ah mais la police, attendez, ils défendent les gens ». Alors qu'en fait, il y a des comportements qu'il faut effectivement réguler, et d'autres disent « Oui, la police, ils ont des pistolets, c'est pour un moment faire en usage dans le cadre de protéger la population ». Et personne n'a fait ce travail pédagogique, ça a juste enclenché une guerre de clivage. Et finalement, après touchant à la fin de notre entretien, finalement, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qu'est-ce que la sécurité, qu'est-ce que la sûreté publique, fondamentalement? Il y a deux choses. Il y a la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'il y a une force publique qui doit être déléguée à l'usage de tous et pas non à l'usage exclusif de celle à qui elle est confiée. Ce qui veut dire que les policiers, selon la Déclaration des droits de l'homme, article 12, donc je l'ai peut-être parfumé mot à mot, mais les gens pourront voir l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, 1789, où c'est au service du peuple. La deuxième chose, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a le droit à la sûreté. La sûreté, en fait, c'est la protection contre l'arbitraire de l'État, et qui doit être garantie aussi par la force publique. Aujourd'hui, l'arbitraire de l'État se sert de la force de police pour réprimer et maintenir son arbitraire. Donc il y a une inversion des valeurs et de l'utilisation prévue initialement par les forces de police, en tous les cas d'une force publique à l'usage de tous. Donc il y a une dérive. Aujourd'hui, les policiers, j'allais dire, qui étaient rentrés par conviction sont de plus en plus mis dans des placards, abandonnés ou s'en vont de la police. Des policiers plus malléables rentrent avec des concours à 5 de moyenne, des gens qui sont des fois même des délinquants qui rentrent parce que c'est plus facile plutôt que de payer des policiers qui pourraient tenter carrément de passer le concours et d'avoir des gens qui infiltrent directement tellement le concours est bas. Donc quand on nous dit attention, la France est en train de devenir par exemple un narco-État, en fait oui, effectivement, parce que l'État fait tout en sorte pour que tout soit corrompu. Et à tel point, c'est que les délinquants rentrent directement par le concours et la grande porte, en fait. Il n'y a même plus besoin de se cacher. Donc après, il faut lutter contre ça, mais les services de contrôle ne sont pas efficaces et les politiques veulent vivre dans leur tour doré. Ils veulent surtout pas voir comment ça se passe pas. Si je résume la situation, c'est les notes de service des commissaires qui se concluent à chaque fois par cette magnifique formule. J'ai un copain commissaire de police qui me l'a expliqué, ce que je n'avais pas réalisé quand je lisais. Veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente note. Ce qu'il m'a dit, ça se traduit de la façon suivante. Personne ne va me remonter, à part que si ça va bien. Comme ça, je dirais, moi, je peux vous dire droit dans les yeux quand si je suis interrogé par la presse ou un ministre, tout va bien. Si quelqu'un me remonte que ça va pas bien, je dirais, ah, qui n'a pas fait son travail? Moi, j'ai passé les instructions. Qui est le responsable que mon instruction ne soit pas faite? Et donc aujourd'hui, c'est là où on arrive à quelque chose de magique. Et ce que fait Macron de façon continuelle, il crée une réalité virtuelle qui met dans une jolie bulle où c'est des mots qui remplacent la réalité. Et si quelqu'un veut contredire cette réalité virtuelle qui doit être dans sa bulle, c'est toi le coupable. Et du coup, aujourd'hui, on a une police paralysée qui ne peut pas travailler parce que du coup, les policiers ont plus peur d'une sanction administrative et d'un commissaire qui tient son stylo ou d'un préfet que d'un délinquant sur le terrain. Si on leur dit « allez arrêter telle personne », ils iront arrêter la personne. Ils savent pourquoi ils ont signé. Par contre, ils veulent avoir à côté de ça une sécurité sur leurs vacances, sur leurs congés, sur leur récupération, qu'on leur a enlevé par ce petit chantage à la plume. Donc des fois, ils vont faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas signé, contraires à leurs convictions, ce qu'on peut voir dans le taux de suicide, de burn-out et de démission. Et du coup, on a une police qui est très malade, et le gouvernement en est très conscient, mais ils veulent surtout une police aux ordres et malléable. Et enfin, y a-t-il, selon vous, dans la police, un début, une prise de conscience telle que la vôtre, et en particulier sur la question européenne, sur l'importance de lutter contre l'Union européenne, en tout cas d'obtenir peut-être un référendum? Que diriez-vous, vous,
par exemple, pour convaincre vos collègues ou vos camarades, ou le commissaire dont vous parliez, de l'importance justement de se saisir de cette question-là et éventuellement de signer notre pétition? Bah, déjà, pour les policiers, dans leur titre, c'est police nationale, c'est pas police européenne. Est-ce qu'on va être noyé dans un gros goubi-goulba ou pas? Ou garder des spécificités locales? Même la gendarmerie a la fierté de porter les écussons des régions où ils travaillent, donc avec un ancrage plus territorial. Donc savoir est-ce qu'on veut être mangé dans un mondialisme avec une uniformisation, on nous dit vous êtes tous européens, vous êtes tous pareils, vous êtes des humains interchangeables, ou est-ce qu'on veut garder nos spécificités? Bah, moi, je les incite à signer pour se disant, bah, réfléchissez au mot police nationale, gendarmerie nationale, et de se dire que bah, si on veut garder le peu qui nous reste d'autonomie, le peu de se raccrocher aux citoyens, bah, il faut qu'on puisse retrouver le pouvoir, et c'est pas en étant noyé dans l'Union européenne qu'on pourra le faire. Merci beaucoup Alexandre Langlois Merci à vous. pour cet entretien passionnant et passionné. Je rappelle que vous êtes signataire de la pétition référendum-ue.org. Tout à fait, et je signe que des choses par conviction. Et par conviction, moi-même, je vous invite à la signer également. Et je vous invite également, chers spectateurs, à aimer cette vidéo, à la partager et à faire connaître les raisons pour lesquelles nous voulons obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. À bientôt.